Tout d'abord, en effet, des remerciements à Marianne qui a coordonné un petit peu et rendu possible cet événement. On sait qu'on est de nombreux partis et que c'est toujours un défi de réussir à faire cela. Donc merci à vous, merci aux équipes. J'excuse pour le Parti Socialiste deux parlementaires, Patrick Caner qui souhaitait être avec nous mais qui est revenu en QAG au Sénat, et également Roger Vico qui devait être là mais qui est à l'Assemblée nationale pour ce qui est chef de file sur la loi qui aujourd'hui est à l'étude du ministère de l'Intérieur. Je suis président du groupe en effet PSPC à la région, mais comme on a une belle diversité territoriale, je voudrais vous parler de là où je viens. Moi je viens de l'Oise, et je viens plus exactement du sud de l'Oise. Je viens d'un endroit où le grand soleil économique qui accapare les ressources et les hommes et les femmes tous les jours s'appelle l'Île-de-France. Chez moi, dans le sud de l'Oise, il y a 2/3 des habitants qui font tous les jours la migration pour aller vivre et travailler en Île-de-France. Donc ça, c'est un truc qui est évidemment essentiel. Et donc tous les jours, ces gens vont s'emballer, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, à la fois dans le réseau ferroviaire et le réseau autoroutier francilien, ou bien ils vont s'emballer en gare, dans les retards, dans les trains bondés, dans les trains qui sont annulés, et ils sont parfois même les deux, parce qu'en fait, pour gagner un peu d'argent, il faut mieux descendre d'une gare, et donc on commence par prendre sa voiture, et puis on pose sa voiture dans une gare qui est un peu plus proche, ou bien pour avoir plus de trains, parce qu'il y a des gares où il y a un peu plus de trains qui passent, et c'est ça la réalité de leur quotidien. Et donc moi je fais bien une formule qui n'est pas de moi, qui est de François Rubin, qui parle de petites humiliations quotidiennes, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre mot que ça. Et c'est en même temps un immense gâchis. Et en plus, c'est des populations qui sont assez différentes. Il y a des gens que la pression foncière a progressivement éloigné de leur lieu de travail, donc parce que soit ils avaient un petit projet de pavillon, soit parce qu'ils ont eu un enfant de plus et qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre à proximité de leur lieu de travail, soit c'est des natifs du sud de l'Oise qui étaient une très grosse terre d'industrie, et en fait, dont les emplois se sont éloignés, soit par la logistique, soit par le service, et donc aujourd'hui on va bosser à Roissy, comme hier on bossait à l'usine qui est à 5 cm de chez soi. Donc il y a cette réalité-là qui est à mon avis importante. Puis il faut quand même dire aussi que le vrai sujet, c'est qu'on a un ferroviaire de classe, en fait. Un ferroviaire de classe. Et c'est quelque chose qu'on peut... Alors l'exemple, à mon avis, un peu, qui n'est pas dans la région, mais à mon avis, ça se transpose bien, c'est que vous savez, le métro, il y a la ligne 1, qui est la grande ligne de l'Ouest, là, qui fait tout Paris. Il y a la ligne 14, qui passe par le Louvre, etc., des belles lignes. Il n'y a pas de problème de grève, parce que c'est automatisé. Et puis, vous avez la ligne 13. Nous, c'est un petit peu la même chose. Il y a les TGV qui relient les grandes métropoles entre elles, et qui sont des lignes qui fonctionnent. Et puis, il y a ces omnibus des rails qui, de petit arrêt en petit arrêt, chaque jour, transportent des milliers et des centaines de milliers de personnes et qui, eux, ne sont pas efficaces et ne fonctionnent pas. Et donc, face à ça, moi, je dis, il n'y a en fait qu'une seule réponse, et je pense qu'à tous les niveaux, on le dira, c'est en fait à investir. À investir nationalement, investir localement, massivement pour le rail. Je laisserai les parlementaires parler de ce qui concerne le national. Pour ce qui est du local, je vois que d'autres régions font d'autres choix. Je pense à la région Occitanie. 800 millions d'euros en 10 ans, non pas sur les trains, qui sont de la compétence classique de la région, mais sur les rails, donc en partenariat, en conventionnant, etc., pour réhabiliter le réseau, un réseau qui, je ne sais pas si vous le savez, un réseau qui a une moyenne d'âge de 30 ans, le double de l'Allemagne, pas que l'Allemagne soit toujours un modèle, mais en l'occurrence c'en est un, le double de l'Allemagne, et donc évidemment un réseau obsolète qui ne fonctionne plus, crée des ralentissements, crée des retards, etc. Et on parle quand même d'un président de région qui avait dit ce sera triple A. Hein, c'est quand même ça la promesse originelle quand vous êtes élu sur triple A. Donc triple A, pour ceux qui ne savent pas, c'est assis, arrêti, à l'heure. Quand vous êtes élu sur cette promesse originelle, la situation, évidemment, elle est tout à fait déplorable. Puis moi, je voudrais finir sur quelque chose d'assez simple, c'est sur la question de l'ouverture à la concurrence. À titre personnel, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans des autorités de régulation. Donc je ne suis pas ceux qui disent quoi qu'il arrive, la concurrence c'est moche, c'est mal, c'est méchant, etc. Parfois on peut utiliser les mécanismes de marché pour obtenir des objectifs d'intérêt général. Je dis juste que, en ce qui concerne le ferroviaire, c'est absolument n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le conducteur, aujourd'hui il n'y a pas de conducteur. On a dit pendant des années, vous savez, la petite musique, les cheminots sont des assistés, c'est formidable. C'est tellement formidable qu'aujourd'hui il n'y a pas de conducteur. Les gens ne veulent plus être conducteurs de train. Donc vous allez expliquer en quoi changer de prestataire va faire que tout d'un coup vous allez avoir des gens qui vont se réveiller
en voulant devenir conducteur de train. Deuxièmement, en fait, il n'y a pas de concurrence entre différentes entreprises. Il y a la création, le passage d'un monopole public à un monopole privé. Lorsque vous confiez une étoile ferroviaire, vous n'allez pas avoir deux trains de compagnies différentes qui passent sur la même ligne et vous allez pouvoir choisir le meilleur. C'est pas ça. C'est que vous transférez un monopole qui appartient au public à un monopole qui va appartenir au privé. Donc ça n'a aucune efficacité, aucune espèce d'efficacité sur la qualité. Et puis le dernier point, c'est évidemment que tous ces gens roulent sur les mêmes rails. Et que donc, comme le problème, c'est les rails, vous avez beau appeler la SNCF Pierre, Paul, Jacques, en fait, les rails, elles sont pas en état, parce que ce qui est transféré, c'est juste l'exploitation, pas la gestion et la maintenance. Et puis, quand même, bon, nos amis écologistes en parleront, mais il y a aussi une absurdité totale dans le moment dans lequel on est, de recréer des infrastructures, recréer des pôles, recréer des hangars, recréer tout ça, sans objectif politique précis, alors même qu'on a un opérateur public qu'il faut conforter. Et puis dernier point, on a déjà du mal à faire rouler les trains SNCF, plus les trains de fret, plus les trains de fret étrangers. Vous rajoutez des opérateurs, ça va juste complexifier encore un système qui est en grande difficulté. Donc tout ça ne sert à rien. Tout ça est un alibi pour montrer qu'on fait quelque chose, parce qu'on a pris du retard, c'est ça il faut le dire. Bertrand en effet investit massivement en ce moment sur le train, 2 ans d'investissement massif, mais combien d'années de retard? Vous avez vu les locomotives, vous avez vu les wagons qui circulent dans les Hauts-de-France. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer sur le reste du territoire. Donc moi je le dis simplement, il faut renforcer le pôle public ferroviaire, il faut lui redonner les moyens de fonctionner, il faut que les gens puissent prendre le train, il faut que les gens n'aient pas honte d'habiter dans les Hauts-de-France lorsqu'ils donnent un CV, il faut que les gens n'aient pas envie de déménager parce que c'est plus possible, etc., etc. Donc voilà, moi je voulais le dire simplement.